Au milieu des années 50, Lockheed se retrouvait prise au piège. Autrefois pilier du transport aérien long courrier, la famille Constellation perdait rapidement du terrain. Le Boeing 707 redéfinissait alors l'équation économique de l'exploitation d'une compagnie aérienne. Douglas, de son côté, préparait déjà son DC-8. Les jets n'étaient plus de simples expérimentations. À ce stade, ils étaient tout bonnement inévitables. Pour Lockheed, rester en marge de la course aux jets n'était pas une option envisageable, mais affronter Boeing de front avec un jet flambant neuf n'était pas réaliste non plus. L'entreprise manquait de capitaux, de capacité de production et de toute marge d'erreur substantielle. Lockheed a donc opté pour une voie différente. En 1954, American Airlines a formulé un cahier des charges qui allait marquer toute une daine de transports aériens courts et moyen courrier. Ce qu'ils souhaitaient était simple sur le papier, des vitesses de croisière dignes d'un jet, mais sans la consommation de carburant qui va avec. Le tout accompagné d'une utilisation intensive, d'une capacité à opérer sur des pistes courtes et de coûts de maintenance réduits. Les compagnies aériennes n'étaient pas encore prêtes à abandonner complètement les turbopropulseurs, loin de là, mais elles en avaient assez d'en accepter les limitations. Le message était limpide. Construisez quelque chose de plus rapide, de plus silencieux et de plus performant que tout ce qui volait alors, ou risquait d'être purement et simplement dépassé. Lockheed a répondu avec le L-188 Electra. Loin d'une simple mise à niveau, cet appareil n'était pas une évolution du précédent L-1049 Super Constellation. Chaque élément provenait d'une page blanche. Nouvelle aile, nouveau fuselage, une approche de la propulsion entièrement repensée. 4 turbopropulseurs Allison 501D13 propulsaient l'Electra, une version civile du moteur T-56 initialement conçu pour le C-130 Hercule militaire. Chaque moteur délivrait plus de 3700 chevaux sur arbre, entraînant d'énormes hélices quadripales optimisées pour un vol subsonique à haute vitesse. Lockheed visait des vitesses supérieures à environ 640 km/h, plus vite que n'importe quel turbopropulseur auparavant, suffisamment proche des premiers jets pour que la comparaison ait réellement son importance. Au sein de l'entreprise, ce programme revêtait une importance existentielle. Les coûts de développement ont dépassé les 100 millions de dollars, et ce en dollars des années 50. Les installations ont été agrandies. Les équipes d'ingénierie ont été réorganisées autour de cet effort. Selon la configuration, l'appareil pouvait accueillir entre 66 et 99 passagers, avec une cabine pressurisée, une allée large et des hublots généreux, le tout délibérément conçu pour réduire la distance psychologique entre les avions à hélice et les jets. Les compagnies aériennes y ont prêté attention. Dès 1955, American Airlines, Eastern Airlines et Braniff avaient signé comme clients de lancement, rejoints peu après à l'étranger par KLM et Qantas. Les cartes de route montraient bientôt les Electras sillonnant des corridors courts-courriers très fréquentés à travers les États-Unis, l'Europe et le pourtour du Pacifique. Le marketing de Lockheed mettait l'accent sur une idée centrale. C'était l'avion de transition. La vitesse d'un jet, là où les jets consommaient trop de carburant pour être économiquement viables. L'économie du turbopropulseur, là où les coûts de carburant restaient primordiaux, censés offrir le meilleur des deux mondes. Chez Lockheed, chacun comprenait parfaitement l'enjeu capital de cette entreprise. Réussir avec l'Electra, et Lockheed demeurerait un acteur majeur de l'aviation commerciale. Échouer, et l'avenir de la compagnie s'orienterait presque entièrement vers le secteur militaire. Il n'y avait aucun plan B en réserve. Le premier Electra a volé en décembre 1957, suivi par sa certification en 1958. Les livraisons se sont ensuite accélérées rapidement. Les premières publicités misaient sur des images épurées, des disques d'hélices flous, des slogans percutants promettant la vitesse sans compromis. Pour Lockheed, l'Electra n'était pas censé être une solution temporaire. Il était censé gagner du temps pour survivre à la transition vers l'ère des jets, du temps pour se regrouper et préparer l'avenir. Puis tout s'est effondré, plus vite que quiconque chez Lockheed ne l'avait anticipé, plus vite que l'industrie aérienne n'en avait jamais été témoin. Le 3 février 1959, le vol Braniff 542 s'est désintégré en plein vol près de Buffalo, au Texas. L'appareil, un L-188 Electra,
avait été livré moins d'un an auparavant. Les 34 personnes à bord ont toutes péri. Les enquêteurs ont d'abord soupçonné des turbulences ou éventuellement une erreur de pilotage. L'idée qu'un tout nouvel avion de ligne, fleuron de la technologie, puisse subir une défaillance structurelle semblait presque inimaginable à l'époque. Puis, le 17 mars 1960, le vol Northwest Orient 710 s'est écrasé près de Tell City, dans l'Indiana. Un autre Electra. Une autre désintégration structurelle en plein vol. Encore une fois, la perte totale de tous les occupants. Cette fois, le déni n'était tout simplement plus possible. 2 défaillances catastrophiques, un type d'appareil identique, des profils de vol étonnamment similaires. La confiance du public ne s'est pas érodée progressivement. Elle s'est effondrée du jour au lendemain. La cause exacte n'était pas évidente au début. L'Electra avait obtenu sa pleine certification. Sa cellule répondait à toutes les normes réglementaires. Ses moteurs avaient déjà fait leurs preuves en service militaire. Et pourtant, quelque chose déchirait cet appareil en plein vol. Lockheed, la Federal Aviation Administration et la NASA ont lancé l'une des enquêtes les plus intenses de toute cette période dans l'aviation civile. Ce qu'ils ont finalement découvert était un phénomène que presque personne en dehors de la dynamique structurelle avancée n'avait jamais rencontré. Le flottement en mode de rotation, ou Whirl Mode Flutter. Pour faire simple, les énormes hélices, moteurs et nacelles interagissaient avec la flexibilité inhérente de l'aile, créant une boucle de rétroaction. Dans des conditions spécifiques, de petites vibrations ne s'atténuaient pas comme elles auraient dû. Au lieu de cela, elles s'amplifiaient rapidement. L'aile se tordait. Les charges de l'hélice augmentaient en réaction. Ces oscillations se répercutaient directement sur la structure. En quelques secondes, les contraintes dépassaient toutes les limites de conception. Ce n'était pas de la fatigue. Ce n'était pas une erreur de pilotage. C'était un problème d'interaction. La masse des groupes motopropulseurs, la rigidité de l'aile et les forces aérodynamiques, toutes agissant les unes contre les autres de la pire des manières. Cependant, toutes ces nuances techniques n'avaient aucune importance pour le public. Dès mars 1960, la France en Matera a imposé des restrictions de vitesse à l'ensemble de la flotte Electra. Les compagnies aériennes ont discrètement retiré des appareils des routes à forte densité. Les réservations de passagers ont chuté presque immédiatement. Les journaux télévisés montraient des rangées d'Electra immobilisées sur les aires de stationnement des aéroports. Les journaux publiaient des schémas illustrant des ailes brisées et des hélices vibrantes. Toute la nuance autour d'une rare instabilité dynamique dans des conditions extrêmes s'est complètement perdue en chemin. Ce que le public a réellement retenu était bien plus simple. L'Electra se brise en vol. American Airlines a purement et simplement annulé ses commandes restantes. Eastern a drastiquement réduit son utilisation. Les opérateurs étrangers sont devenus hésitants. Même les transporteurs qui faisaient encore confiance à l'appareil sur le plan technique ont commencé à s'inquiéter de l'impact qu'un titre de presse supplémentaire pourrait avoir sur leur marque. L'ère des jets se vendait déjà sur l'argument de la sécurité par la modernité, et dans ce contexte, l'Electra ressemblait soudain à un pari perdu d'avance. Lockheed a réagi rapidement. Les ingénieurs ont repensé les fixations des moteurs, renforcé la structure de l'aile et ajouté de la rigidité à travers chaque chemin de charge critique. La solution a effectivement fonctionné. Les essais en vol l'ont confirmé. Le service opérationnel ultérieur l'a confirmé à nouveau. Mais à ce moment-là, le mal était déjà fait et avait échappé entièrement au domaine de l'ingénierie. Ce n'était plus un problème technique. C'était devenu un problème de perception, se déroulant en temps réel. Et la perception se déplace plus vite que n'importe quelle solution. En seulement 13 mois, l'Electra est passé du statut de salut pour Lockheed à celui de symbole du doute. Il n'y a pas eu de déclin lent ici, pas d'érosion progressive de la confiance, juste une rupture soudaine et définitive entre ce qu'était réellement l'avion et ce que le public en était venu à croire. Dès 1960, Lockheed et la Federal Aviation Agency avaient achevé ce qui allait être connu sous le nom de programme LEAP, acronyme de Lockheed Electra Achievement Program. Chaque L-188 encore en service a été retiré et entièrement reconstruit structurellement. Les nacelles des moteurs ont été renforcées. Les structures des ailes ont été rigidifiées partout. Les points de fixation ont été entièrement repensés pour éliminer définitivement le mode de vibration.
Les régulateurs d'hélice ont également été modifiés. Les données des essais en vol ont confirmé que le problème sous-jacent avait été entièrement résolu. D'un point de vue purement technique, l'Electra figurait désormais parmi les turbopropulseurs les plus sûrs au monde. L'histoire de l'aviation, cependant, ne s'arrête pas pour les corrections. Pendant que les ingénieurs de Lockheed s'affairaient à renforcer les ailes, les compagnies aériennes signaient des contrats ailleurs. Entre 1959 et 1961, le Boeing 707 est entré en service commercial généralisé. Douglas a suivi de près avec le DC-8. Même les routes intérieures plus courtes ont commencé à basculer vers les jets purs. Des avions comme le Boeing 720 et d'autres dérivés des premiers jets ont redéfini les attentes des passagers presque du jour au lendemain. Les jets étaient plus rapides. Ils étaient plus bruyants. Ils avaient un look indubitablement moderne. Et c'est dans ce marché transformé que l'Electra reconstruit est retourné en service face à une industrie qui avait déjà pris sa décision. Les compagnies aériennes devaient désormais faire un calcul entièrement différent. Même la correction effectuée, faire voler le L-188, signifiait défendre un risque de réputation auprès des passagers, des investisseurs et des régulateurs. L'avion lui-même était réellement sûr, mais son nom restait lié aux gros titres, aux enquêtes et aux pertes. Pour les planificateurs de réseau et les dirigeants de compagnies aériennes, il y avait peu de raisons de continuer à lutter contre cette perception alors que les jets offraient une table rase complète. American Airlines a discrètement accéléré son retrait de ce type d'appareil. Eastern et Braniff ont réduit leur exposition. Les nouvelles commandes ont tout bonnement cessé d'affluer. L'intérêt international s'est rapidement éteint. Aucune compagnie aérienne ne voulait supporter le fardeau d'expliquer pourquoi elle achetait un turbopropulseur lié à une tragédie récente, surtout quand les jets devenaient rapidement le symbole public de progrès de l'industrie. L'Electra avait tenu toutes ses promesses. Le marché, lui, était passé à autre chose. Certains contrastes sont devenus impossibles à ignorer. Voici un avion qui était techniquement irréprochable, structurellement robuste et économiquement efficace, mais qui appartenait à une catégorie que les compagnies aériennes ne voulaient plus défendre publiquement. Au début des années 60, la sécurité à elle seule ne suffisait plus. La perception comptait, la vitesse comptait, l'image comptait, sans doute, tout autant que l'ingénierie. L'Electra n'a cependant pas disparu. Il a simplement changé d'uniforme. Alors que l'intérêt des compagnies aériennes s'effondrait au début des années 60, un tout autre type de client s'est manifesté, avec des priorités radicalement différentes. L'US Navy surveillait de près le L-188 depuis le tout début. Sa longue portée, sa grande endurance et l'efficacité de ses turbopropulseurs le rendaient idéalement adapté aux missions où la vitesse pure importait bien moins que le temps de patrouille prolongé. En 1962, Lockheed a adapté la cellule pour en faire le P-3 Orion. Il ne s'agissait pas non plus d'une modification mineure. Le fuselage a été entièrement reconfiguré pour abriter des capteurs, des soutes à armement et des postes d'équipage supplémentaires. Les mêmes ailes qui avaient jadis provoqué la panique du public étaient désormais particulièrement prisées pour leur robustesse et leur capacité de carburant. Les mêmes correctifs structurels qui n'avaient pas réussi à regagner la confiance des compagnies aériennes ont rendu cet appareil exceptionnellement durable en service militaire. Ce qui a suivi est devenu l'un des programmes d'avions de patrouille les plus longtemps en service de l'histoire de l'aviation. Les P-3 Orion ont effectué des patrouilles anti-sous-marines pendant toute la guerre froide, traquant les sous-marins soviétiques à travers l'Atlantique Nord et le Pacifique. Ils ont assuré la surveillance maritime, la collecte de renseignements et, plus tard, également des missions de reconnaissance terrestre. Des dizaines de pays ont finalement exploité diverses variantes du P-3 et certaines cellules sont restées opérationnelles pendant plus de 5 décennies. Dans les rôles civils, l'Electra a également trouvé une seconde vie. Les opérateurs de fret appréciaient sa capacité de charge utile et ses performances sur pistes courtes. Des conversions pour la lutte contre les incendies l'ont transformé en un avion-citerne à haute capacité. Des agences de recherche l'ont mis en service comme laboratoire volant. Dans ces niches, la réputation avait bien moins de poids que la capacité brute, et l'appareil a livré exactement cela. Ce contraste définit en fin de compte l'héritage durable de l'Electra. En tant qu'exploit d'ingénierie, il s'est avéré résilient, adaptable et finalement
un véritable succès. En tant qu'avion de ligne commerciale, en revanche, il est arrivé au pire moment et a payé le prix de ce timing pour de bon. Le même avion que les compagnies aériennes ont rejeté est devenu indispensable partout ailleurs. La véritable leçon ici n'est pas du tout une question d'échec de conception, c'est une question de timing et de confiance. Les compagnies aériennes opèrent constamment sous le regard du public, et une fois la confiance brisée, le rétablissement suit rarement une ligne droite. Les armées et les opérateurs spécialisés, par contraste, évaluent les avions sous un angle tout à fait différent. Un angle qui récompense l'endurance, la fiabilité et la valeur à long terme plutôt que l'image à chaque fois.